Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir, commencer, il est 14 heures. Merci de nous rejoindre, et bienvenue pour ce cycle de conférences proposé par la Trousse à projets et ses partenaires dans le cadre du volet parentalité des territoires numériques éducatifs. Alors, on en est à la 9e et avant-dernière conférence, mais je vais rappeler quand même le concept, pour celles et ceux qui nous rejoindraient. C'est un cycle de conférences qui est, donc destiné aux parents, aux enseignants et à tous les partenaires de la médiation, et de l'animation numérique. Il est composé de 10 conférences, donc on en est à la 9e, les autres sont déjà, accessibles en ligne et en rediffusion. Chaque conférence, par mois permet, de démêler une, idée reçue sur le numérique et le but ici, c'est de créer une culture commune entre acteurs de l'école et de la réussite, éducative de tous les enfants et jeunes adultes. Voilà, donc vous avez, été nombreux dès le départ, hein, parents, enseignants, médiateurs, et responsables de collectivités territoriales ou de l'éducation nationale à vous inscrire. Donc merci à toutes et tous de nous suivre en direct aujourd'hui. Nous sommes là, ensemble de 14 heures à 14h45. Je rappelle qu'on a 2 temps, un premier temps d'échange, avec notre invitée, Anne Siegel, que je vais bientôt présenter, jusqu'à 14h30 et après on prend les traditionnels 15 minutes, de temps d'échange un peu plus interactif avec vous, permettant, de vous donner aussi un petit peu la parole, soit sur des remarques, auxquelles Anne pourra réagir, ou des questions, peut-être qui auraient été un peu absentes de notre premier déroulé. Voilà, donc pour cela, vous avez un petit module, qui s'appelle Q et R, hein, pour questions et réponses, sur lequel que vous pouvez donc utiliser pour poser vos questions et donc j'y reviendrai, à 14h30. Voilà, donc cette 9e et avant-dernière conférence, hein, déjà de notre cycle, résonne avec la journée, du 8 mars, hein, qui est la journée internationale des droits des femmes. Même si évidemment, les inégalités femmes-hommes sont une lutte de tous les jours. Le 8 mars, sert, particulièrement de journée de sensibilisation et de mobilisation. C'est vrai dans la société, c'est vrai à l'école, hein, c'est vrai dans les écoles, collèges et lycées, donc pour défendre, les droits des femmes et l'égalité entre les filles et les garçons. Et c'est pourquoi, notre conférence est, aujourd'hui intitulée «Vrai ou faux, le numérique, c'est pour les garçons?» point d'exclamation. Et donc c'est pour répondre à cette idée reçue, tenace, là aussi, que nous avons le plaisir d'accueillir, Anne Siegel, qui est donc directrice de recherche au CNRS en informatique. Elle exerce la mission de directrice adjointe scientifique auprès de l'INS2I, l'Institut du CNRS qui pilote les laboratoires en sciences informatiques et dans le cadre de cette mission, elle coordonne la politique parité dans une quarantaine de laboratoires. Et je précise qu'elle a également dirigé l'excellente BD Les décodeuses du numérique, qu'on aura, certainement l'occasion d'aborder, au cours de notre échange, puisqu'il s'agit d'une ressource, hein, justement pour sensibiliser, et pour sensibiliser à notre sujet, hein, égalité, filles-garçons, spécifiquement dans le cadre de notre échange dans le monde numérique et voilà, peut permettre voilà, d'aborder cette question, de manière intéressante. Voilà, bonjour Anne, Siegel, merci beaucoup d'être avec nous. Je ne sais pas si on vous entend? Bonjour, là vous m'entendez? Oui, Ah, peut-être, monter un petit peu le niveau du micro si c'est possible? je crois que je l'avais déjà monté. Ou alors c'est chez moi que si c'est possible de monter un tout petit peu. Voilà, merci beaucoup donc Là, ça doit être mieux. oui, C'est c'est mieux. Bonjour à tous et toutes. Bonjour, merci beaucoup d'être là et peut-être avant de rentrer donc dans le cœur de notre sujet traditionnellement, pouvez-vous vous représenter, peut-être compléter la présentation rapide que j'ai faite de vous et vos travaux ou peut-être votre regard par rapport, à notre thème d'aujourd'hui? Oui, bah, on peut toujours. Donc effectivement, moi je suis, chercheuse au CNRS, donc mon travail c'est faire de la recherche. Pour arriver à cette profession, j'ai d'abord eu une formation de mathématiques. On était 10 de femmes dans nos promotions. Puis après, j'ai été recrutée comme, chargée de recherche, puis directrice de recherche en informatique, où on est 20 de femmes dans nos laboratoires sur ce domaine. Et là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux enjeux de parité, ça a été en interagissant avec beaucoup de disciplines, en particulier en biologie, en sciences de l'environnement, où j'ai réalisé que la vie n'était pas la même dans les autres laboratoires, ce qui m'a amené à développer une politique parité dans mon laboratoire à Rennes, à l'IRISA, et puis ensuite à prendre en charge la coordination de la politique parité, donc ce qu'on disait de la quarantaine de labos d'info dans lequel le CNRS est présent en France. Donc ça a été une aventure humaine, c'est toujours une aventure humaine exceptionnelle, mais effectivement, on a en particulier
voulu travailler sur la valorisation de la place des femmes et de la science faite par les femmes en informatique au travers de certains portraits. Donc on en reparlera, hein, c'est une bande dessinée et qui nous a vraiment permis d'interagir à la fois avec les chercheuses, mais aussi avec les élèves, avec les enseignants, avec l'éducation nationale, pour avoir un regard un peu différent éventuellement sur ces enjeux. D'accord, merci beaucoup. Alors je lance donc, notre échange avec une première, c'est qu'en regardant le thème de cette année de la Journée internationale des femmes, hein, qui est donc, quelque chose qui est opéré, par, si je ne m'abuse, l'ONU. Je me suis rendu compte que le thème de cette année, était «Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes». Donc c'est vrai que c'est en double écho finalement avec notre thématique puisque nous on s'intéresse, aux inégalités persistantes dans le domaine, dans l'industrie, du numérique, hein. On aura l'occasion de mettre des mots derrière ce terme numérique, et là on voit que le thème de la Journée internationale, des femmes, donc nous on nomme en France Journée internationale des droits des femmes, parle aussi de ce monde digital inclusif. Voilà, qu'est-ce que ça vous a inspiré, en lien avec notre, échange d'aujourd'hui? Moi, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein. On peut réfléchir, sur l'ambiguïté éventuellement de ces termes, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand le numérique a pris beaucoup d'impact et beaucoup de place dans notre société, on ne parlait pas de la place des femmes dans le numérique. On considérait que ça allait révolutionner le monde, qu'on savait que c'était un univers masculin et plus ou moins les gens disaient, «Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va faire avec, il y a pas beaucoup de femmes dans cet univers, mais c'est pas grave, enfin voilà, si les filles choisissent d'aller ailleurs, c'est leur choix et point barre». Ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que la place des femmes est questionnée dans le numérique et que justement on a envie de leur faire de la place parce qu'on considère qu'elles sont essentielles, au futur du numérique et je trouve que c'est une manière positive de voir cette manière de présenter, ce titre de l'année qui pour moi est quelque part un vecteur, d'action supplémentaire. C'est-à-dire que voilà, je maintiens que le problème de la place des femmes en informatique, il est connu depuis longtemps. Il y a un certain temps, on s'en occupait pas, maintenant on y est sensible. Ensuite, sur le fait de savoir si, les innovations et les technologies peuvent être, bénéfiques à l'égalité des sexes, il y a plusieurs enjeux, hein. Enfin, je pense que les innovations et technologies, posent un vrai souci sur un certain nombre d'enjeux parce que les femmes ne sont pas présentes, mais aussi parce que ça crée des biais et ça amplifie un certain nombre de biais et d'inégalités. C'est aussi les innovations et technologies numériques permettent aussi à des moments de sortir d'un certain nombre de choses trappes pour les femmes. Enfin, MeToo est quand même sorti avec le numérique et on peut imaginer qu'en faisant les choses intelligemment, il y a plein de choses à inventer, pour arriver à sortir et à diminuer les inégalités, mais elles restent à inventer. Tout à fait. Donc c'est vrai, c'est ce que vous disiez, on est à un moment où on parle de la place des femmes dans le numérique et globalement, on parle plus et c'est tant mieux, même si c'est on le verra, c'est pour le moment encore très insuffisant. On parle, beaucoup plus de la question des inégalités, entre femmes et hommes, mais aussi des inégalités sociales, hein, parce que on explore ça, on explore, aussi ces questions sous l'angle social, donc la question du genre, la question, des origines, et cetera. Nous, aujourd'hui, on a posé la question, donc on a titré, notre conférence «Le numérique, c'est pour les garçons». Donc c'est évidemment, l'idée reçue, hein, avec cette affirmation que le numérique serait pour les garçons et derrière cette idée reçue, il y a des statistiques, qui sont, encore, cruelles et peut-être que donc, en 2023, on peut rappeler, l'état des lieux de la représentation, mais aussi du rôle, des femmes dans les filières du numérique. Parce que je sais que notamment, il est important, et c'est important de rappeler ce que ça veut dire les filières du numérique. De quel numérique on parle? Tout à fait, je pense que c'est une des difficultés qu'on a, y compris quand on y reviendra sur la manière dont le numérique est abordé, ou est vu, chez les enfants. Mais je dirais que même dans notre communauté, on ne sait pas vraiment ce que sont les sciences du numérique. Donc, y compris du point de vue de la recherche, c'est des éléments c'est un périmètre qu'on a du mal à définir. Donc si on veut un périmètre assez globalement, inclusif, les sciences du numérique ou le monde du numérique, ça couvre à la fois tout ce qui est matériel, donc, quand vous allez faire des puces, des systèmes embarqués ou des robots ou des ordinateurs de demain, bah, c'est des sciences du numérique, mais vu du côté des sciences de l'ingénieur. Vous avez tout le côté, conception d'algorithmes de traitement de l'information, donc là, on est au cœur des sciences informatiques
Donc on va faire des modèles de calcul, on va pouvoir, faire des communications numériques qui soient correctement cryptées, donc ça, c'est aussi un certain nombre de domaines. Mais vous allez aussi aller travailler sur, les usages des algorithmes. Donc exploiter les données et là on tombe sur l'IA, sur les maths, donc arriver à analyser et exploiter les données à l'aide d'un certain nombre d'algorithmes et de méthodes, mathématiques et puis il y a l'usage aussi des technologies, donc tout ce qui va être interface et typiquement, créer des réseaux sociaux, mettre à disposition un certain nombre de technologies qui font aussi partie des sciences du numérique. Donc c'est vrai qu'on a un spectre très, très large et quelque part, ce qui est assez, un peu enfin qui est inquiétant, c'est que la partie très technologique, donc matérielle, algorithmique et mathématique, concentre, la majeure partie des financements. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ces domaines-là sont extrêmement bien payés et c'est un univers extrêmement masculin. Donc on a autour de 10 de femmes dans ces filières-là, ce qui est quand même pas beaucoup et puis c'est exactement ce qu'on et on en a à peu près autant, en lycée, voire encore moins sur, les filières qui les mènent. Donc c'est vrai que ça pose un vrai souci. Mais par contre, sur la partie plus exploitation et usage des technologies numériques, là, on a plus de femmes, on tombe à 30-35 de femmes dans ces domaines-là. Ils sont tout aussi importants. Sont des professions qui demandent, des compétences beaucoup plus larges. On n'est pas seulement sur du code, mais on est sur, de la linguistique, du graphisme, de la communication, de l'économie, donc très interdisciplinaire. Les femmes sont dans cette partie-là, mais elles sont moins reconnues et elles sont aussi, elles sont aussi moins payées, quoi. Donc c'est vrai qu'on a une des difficultés qu'on a avec cette représentation, c'est que les femmes sont très peu absentes, enfin sont très peu présentes dans le monde du numérique. Elles y sont quand même, mais elles sont cachées et elles n'exercent pas les métiers les plus rémunérés, ce qui est toujours dommage. Tout à fait et d'ailleurs on y reviendra parce que la distinction aussi qu'on pourra faire entre, bah, ce que vous appeliez le numérique très tech, très le numérique hard, vous disiez versus aussi le numérique soft de software, logiciel, c'est que on peut imaginer que c'est aussi un petit peu dans le numérique hard qu'on a le plus d'impact puisqu'on code en dur, des choses et c'est là qu'on sait qu'on peut transmettre des biais, dans les algorithmes, dans la manière dont des plateformes sont programmées. Donc on va aborder ce sujet pour expliquer pourquoi il y a quand même une spécificité, de l'industrie de la capacité de l'industrie du numérique à renforcer aussi des inégalités, hein. Et mais avant cela, c'était intéressant, parce que ça fait partie aussi des choses qu'il faut dire sur cette filière, c'est que si on fait un peu d'histoire du numérique, et qu'on s'y intéresse, on se rend compte qu'il fut un temps, notamment au démarrage, où la filière était beaucoup plus équilibrée, ou en tout cas la place des femmes était tout autre. Donc, comment explique-t-on que, à partir au début de la programmation, au début des superordinateurs, les femmes, enfin que s'est-il passé pour que dans cette filière qui s'est peu à peu construite et structurée, les femmes, ont disparu, alors qu'elles étaient finalement assez nombreuses initialement? Bah, oui, c'est quand on fait un peu d'histoire, donc c'est pas moi qui l'ai fait, mais quand un certain nombre de chercheuses en particulier sont revenues sur l'histoire du numérique, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se constate qu'en fait les fondatrices de l'informatique, c'était des femmes, hein, c'était des pionnières. Les premières codeuses étaient des femmes et puis finalement, bah, quand il y a eu de l'argent et du pouvoir, on a pu dire au revoir aux femmes et bonjour aux hommes. Enfin, je fais un résumé, hein. Mais globalement, effectivement, le premier informaticien, c'était une femme, c'était Ada Lovelace qui a conçu le premier algorithme autour de 1850. La première thèse de doctorat en informatique soutenue aux États-Unis, c'était une femme, c'était Marie Kenneth Keller en 1965. Et même la première thèse en France, c'était Marion Créange en 61, c'était aussi une femme qui l'a soutenue. Donc en fait, on a un côté pionnier de la place des femmes dans l'informatique et dans le numérique qui est récurrent. Alors on parle beaucoup d'Alan Turing, hein, qui était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, mais à côté d'Alan Turing, il y a eu aussi beaucoup de modèles féminins, Eddie Lamar, Catherine Johnson, Grace Hooper, Margaret Hamilton, plus récemment Rose Dieng, dont on parle moins. Ça, c'est lié à des processus globaux d'invisibilisation des contributions féminines. Dans les années 50, donc les personnes qui faisaient du calcul et de l'informatique, c'était des femmes. Mais c'était un temps où ce domaine n'était pas très reconnu et puis bah, il brassait pas beaucoup d'argent. Puis ensuite, on a vu l'arrivée du micro-ordinateur dans les années 80, qui a ouvert la voie à un potentiel de croissance financier énorme. Et à ce moment-là, le nombre de femmes est resté constant. C'est ce qu'a montré Isabelle Collet. Elle a montré on avait toujours autant de femmes dans la filière informatique et numérique. Mais par contre, c'est les hommes qui sont arrivés massivement. Donc, on n'a pas eu une diminution du nombre de femmes, on a eu une augmentation du nombre d'hommes dans ces filières. Et par contre, ce qui a évolué aussi, c'est que la représentation de l'informatique a évolué.
Avant les années 80-90, l'informatique, c'était des algorithmes, c'était du calcul, donc quelque chose qui était assez abstrait, sur lequel les femmes s'investissaient. Et puis avec l'arrivée des hommes dans ce domaine, le numérique a beaucoup valorisé le côté techno avec le matériel, le code et des compétences qui sont beaucoup plus, on va dire, main dans le cambouis, qui pour le coup ont été assimilées à des compétences masculines. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution historique de la représentation de ce domaine. Oui et puis, Et puis, peut-être je vais couper votre micro parce qu'il y a un petit peu d'écho, je le remettrai. Et par rapport à ce que vous disiez plus tôt sur le fait qu'il y avait quand même une histoire aussi d'attractivité, de rémunération, c'est qu'il me semble que dans les années avant les années 80, effectivement, la filière informatique, c'était vachement, un milieu de recherche, parce qu'on utilisait des ordinateurs, principalement pour faire du calcul. C'était un petit peu dans le domaine militaire, mais c'était pas encore totalement arrivé dans le grand public puisque, les micro-ordinateurs commençaient donc avant les années 80, donc les micro-ordinateurs sont arrivés dans les familles à partir des années 80 et ça a plus explosé, bah, je dirais entre les années 90 et 2000 et c'est à ce moment-là qu'il y a eu effectivement toute une industrie de cette, informatique grand public avec des logiciels, des jeux, des ordinateurs qu'il fallait construire, enfin tout un là pour le coup effectivement toute une industrie où il y avait beaucoup plus d'argent. On pense à Microsoft, hein, qui est né, à peu près, un tout petit peu avant je crois le début des années 80 et qui a été une des premières entreprises, informatiques où vraiment ça gagnait beaucoup d'argent et donc est-ce qu'il y a un lien aussi avec ce que vous disiez sur le fait que, les hommes sont arrivés quand il y avait finalement cette filière s'est aussi, est devenue beaucoup plus attractive et que c'était moins un côté, désintéressé, un écosystème de chercheurs assez libriste d'ailleurs, puisque le code était souvent ouvert. Est-ce qu'il y a des liens là-dessus? Heu, oui, donc bah, effectivement, enfin, ça en tout cas, ce sont des mécanismes qu'on interprète. On voit une corrélation entre l'arrivée des hommes et le fait et le poids financier, pris par le domaine. Je pense que l'informatique a énormément explosé enfin, sur un enjeu économique plutôt dans les années 95-2000. Moi, le micro-ordinateur est arrivé dans les années 80, l'utilisation intensive de l'informatique avec le web, c'était plutôt Mmh. 95-2000. Pour le coup, en fait, les modèles économiques associés au web, derrière, tout ce qui allait être moteur de recherche, ce sont des femmes, en fait, qui les ont développés, qu'on n'a pas mis en avant. Mais donc effectivement, à partir du moment où il y a eu beaucoup d'argent, bah, les hommes sont arrivés. C'est assez classique. Et après, dans un c'est sociétal, c'est pas dramatique, c'est un état de fait. Ouais, ouais. Et autre chose, ce qui va nous permettre d'ailleurs de passer à notre question suivante, c'est que ce qui est compliqué dans notre thématique actuelle, c'est qu'il y a un certain nombre de mécanismes, d'inégalité femmes-hommes qui sont évidemment sociétales, qui sont pas du tout limités à la filière dont on parle, hein, c'est-à-dire l'industrie du numérique. Là, le fait que les femmes étaient invisibilisées dans l'histoire de l'industrie numérique, c'est un fait notable et vous en avez cité quelques-unes et on travaille, je sais que dans les programmes maintenant, d'éducation numérique à l'école, on essaie de redonner de la visibilité à ces femmes, mais c'est un phénomène sociétal. Je crois qu'il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la manière dont les femmes ont été, de manière générale, invisibilisées pour leur contribution dans l'histoire, de manière générale et pas que dans la filière numérique. Donc on a de toute façon des inégalités qui sont sociétales et qui dépassent finalement le simple numérique. En revanche, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui et je pense que ça fait partie un peu des messages, je dirais, en sous-titre parfois des efforts qu'on fait pour, rééquilibrer les filières du numérique, c'est que et vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, on estime que dans le monde numérique, il y a un enjeu particulier puisque, le numérique est capable de renforcer, de coder en dur des inégalités sociales. On pense donc à la manière dont des algorithmes peuvent, renforcer et propager donc des certaines visions qui sont biaisées de la société. On pense à des algorithmes, par exemple, qui peuvent attribuer des prêts bancaires, ayant été codés, principalement par des hommes blancs, diplômés, qui sont incapables enfin, déjà qui intègrent des biais, sexistes et parfois racistes et qui vont attribuer, des prêts, plus élevés, en moyenne à des femmes ou à des personnes de couleur, sans raison apparente. Enfin, tout ce genre de choses fait que on a cette industrie du numérique qui est capable de renforcer des inégalités. On peut penser aussi au design de certains services, hein, quand on sort de la partie code et qu'on passe dans la partie interface. Est-ce que vous pensez qu'effectivement enfin, comment vous abordez, vous, cette question, de la spécificité de l'industrie numérique et de ce qu'elle peut la manière dont elle peut renforcer ou pas forcément, ces inégalités?
Alors, je pense qu'il y a 2 questions. Enfin, je vais revenir sur certains points que vous avez dit parce que je suis pas tout à fait d'accord avec, Mmh. certains. Effectivement, à la base, le principe de fond, c'est l'informatique, le principe fondamental de l'informatique, c'est qu'un algorithme, il fait que reproduire des opérations qu'on lui a demandé de faire. Donc je veux dire, principalement, c'est pour ça qu'on parle de code. On lui donne des instructions, il va les reproduire, donc ça, c'est la base, des sciences informatiques. Donc un ordinateur, il est idiot, en fait, hein, sincèrement. Il ne fait que reproduire ce qu'on lui demande de faire. Donc ça, effectivement, ça introduit des biais, en particulier sur un certain nombre de programmes, d'interfaces ou de codes inscrits en dur quand on fait des séquences d'instructions. Moi, l'exemple que je donne, par exemple, mais qui est très ancien, hein, qui est antérieur à l'explosion du numérique, c'est que quand vous avez une interface web pour réserver un billet d'avion, typiquement, on vous demande votre sexe et d'abord il y a H et après il y a F. Donc ça veut dire que quand on réserve un billet d'avion, la personne qui a codé l'interface a pensé que la priorité, c'était d'abord de cliquer homme avant de cliquer femme. Dans l'ordre alphabétique, F arrive avant H. Donc c'est là où on voit des exemples de biais stéréotypés qui peuvent être codés en dur et qu'il faut être capable de traquer. Là, je suis d'accord avec vous sur le fait que le numérique va amplifier ces biais parce que quand c'est l'interface d'une très très grosse compagnie aérienne, arriver à réclamer une inversion entre le F et le H, c'est quelque chose qui est tout simplement possible, on ne sait pas, enfin l'information se perd. Donc là, il y a un risque de propagation de biais, mais on peut imaginer quand même qu'avec un certain nombre d'alertes, on peut arriver à changer les choses. La difficulté qu'on a actuellement, c'est que maintenant, on a une nouvelle génération d'algorithmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle, qui sont un peu différents parce qu'on n'est pas sur un ensemble d'instructions qu'on demande d'opérer et d'itérer à l'ordinateur. On demande à l'ordinateur d'aller explorer l'ensemble des données qui sont à sa disposition pour en extraire des caractéristiques communes. Et c'est là où on a des modèles mathématiques et informatiques. Qu'est-ce que c'est que ces caractéristiques communes? Et en ayant appris ces caractéristiques communes, les reproduire sur des nouvelles situations. Donc typiquement, le cas des banques, c'est pas que la personne qui a codé l'algorithme a décidé qu'il fallait donner plus d'argent, enfin qu'il fallait donner des prêts avec des taux moins chers aux hommes blancs éventuellement, âgés. C'est que dans les données et dans toutes les expériences de prêts que l'algorithme a traités, il s'est avéré qu'il y avait quelque part une capacité de tous les banquiers individuels à plutôt faire baisser le taux lorsqu'ils avaient affaire à des hommes blancs et plutôt âgés. Donc, quelque part, ces algorithmes-là, ils apprennent simplement les biais qui sont dans les comportements individuels qu'on retrouve dans les données. Et quand ils les apprennent, ils les reproduisent. C'est Donc, ça. c'est pour ça qu'il y a quand même une petite différence entre coder une interface biaisée et aller analyser des données et identifier les biais dans les données qu'ensuite on va reproduire. Donc c'est un peu ça la difficulté. Ça mène à des choses un petit peu absurdes, hein. Typiquement, on a vu qu'il y avait des algorithmes de reconnaissance d'images qui savent pas mal distinguer les personnes de couleur. Tout simplement parce que la base d'entraînement n'avait pas assez de profils et de personnes de couleurs différentes. Donc ça, c'est un point, effectivement, maintenant on en a conscience et les chercheurs et les chercheuses, ils en ont conscience. On travaille, hein, d'un point de vue recherche pour identifier ces biais, mais si on revient à la source, l'idée, c'est qu'il faut être capable d'envisager tous les biais qui vont sortir, entre guillemets. Et c'est là où on a besoin de diversité dans les recrutements, dans les profils, que ce soit en origine ethnique, sociale ou de genre, pour être capable justement d'aller chercher l'information et de compenser les biais qui sont présents et qui sont liés à la société dans les données pour faire en sorte que ce soit pas amplifié. Mmh. Je ne sais pas si vous avez des informations un peu sur ça, mais un écosystème dont on peut un tout petit peu parler qui en général, peut être, biaisé, également dans sa structuration, c'est certains réseaux sociaux qui sont connus pour être, pas forcément, très bienveillants ou voire, qui peuvent être de temps en temps assez hostiles aux femmes, mais pas que, hein, mais aussi des groupes, un peu militants de certaines catégories sociales ou autres, hein. Je pense par exemple à un réseau comme Twitter, hein, qui est connu pour être voilà. Est-ce que pour vous, là aussi, on peut imaginer que les personnes qui codent Twitter étant majoritairement des Américains, blancs, hommes, d'une certaine classe sociale, pourraient avoir, codé un algorithme, qui fait de la modération automatique, qui n'aurait pas intégré, par exemple, un certain nombre de choses auxquelles les femmes sont confrontées et qui donc, crée un espace qui amplifie certaines inégalités? Alors je vais dire dans l'autre sens, enfin, je veux dire le principe d'un certain nombre de réseaux sociaux à la base, maintenant ça évolue, ça a été de justement de pas mettre de modération.
Et ce qui est un peu déprimant, c'est que quand on modère pas, il s'avère que les comportements sociétaux qu'on peut imaginer, dans la rue sont amplifiés et pas dans le bon sens. Donc c'est bien parce qu'il y a une absence de modération on va permettre à un certain nombre de populations, éventuellement petites, mais très malveillantes, d'avoir un poids et de porter un message et une voix de manière amplifiée. Donc l'enjeu, il est effectivement de savoir maintenant comment est-ce qu'on contrebalance cette absence de modération. Donc ça veut dire que finalement, il faut modérer. La société est tellement dure, quelque part, que si on la laisse libre, c'est le pire qui en ressort. Donc il faut être capable de modérer. Et là, effectivement, il faut avoir des équipes, il faut avoir des gens qui réfléchissent pour être capable de comprendre dans quel sens il faut modérer et à quel moment on met la limite entre le caractère bloquant, voire réprimant de la modération et on laisse libre la liberté d'expression. Donc ça, c'est un enjeu politique. Je ne sais pas si c'est lié au caractère, à la nature des équipes de recherche. Je pense que ce sont des choix politiques Et économique. Mmh. et économiques et des personnes qui possèdent ces structures. Mais maintenant, on comprend un peu mieux les mécanismes. Donc voilà. Mmh. Moi, ce D'accord. qui m'a déprimé quand tout est sorti, c'est effectivement de s'apercevoir que quand on modère rien, ben, on amplifie des comportements qui sont inacceptables. Hem, on va j'informe un peu notre public qu'on approche de 14h30, donc le fameux moment où on peut prendre vos questions. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à en poser ou nous partager peut-être aussi des remarques, des témoignages auxquels, Anne, pourrait réagir. Et moi, je fonce un peu sur mes 2 dernières questions. C'est traditionnellement le moment où il faut qu'on accélère. La première, c'est de se demander finalement quels sont pour vous les principaux stéréotypes de genre qui aujourd'hui contribuent à expliquer, même si évidemment c'est pas la seule explication, que les femmes soient encore aujourd'hui, autant sous-représentées dans les filières numériques? Comment sont construits ces stéréotypes? On parle, je sais qu'on parle parfois d'autocensure des femmes alors qu'on pourrait contrebalancer ce terme par, en fait, le fait qu'il y a une censure sociale par plein de ces stéréotypes, co quels lesquels sont-ils, pour vous? Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Il y en a qui sont très sociétaux et pas spécifiques, au numérique, au mat et à l'info et puis il y en a qui sont un peu spécifiques. Ce qui a été noté par, Clémence Perronnet, c'est qu'elle a fait une étude, un suivi de cohorte et puis elle a réalisé que finalement les jeunes filles aiment la science avant d'entrer au collège, mais à la fin du collège, n'ont pas nécessairement envie de s'y orienter. Donc elle a eu un certain nombre de cohortes suivies dans ce sens-là. On a du mal à comprendre quels sont les stéréotypes qui sont derrière. Ce qui semble quand même apparaître, c'est qu'à l'entrée du collège, en fait, il n'y a aucune vision sur l'informatique. On ne sait pas ce que c'est que l'informatique ou le numérique à l'entrée du collège, si ce n'est qu'on a envie d'avoir un smartphone un de ces jours, en espérant que ses parents vont nous l'offrir le plus vite possible. À la sortie du collège, tout à coup, il semblerait que l'informatique, le numérique et un peu moins les maths, mais on a des phénomènes un peu similaires, soient associés à des objets, donc on revient au côté matériel et à du code, qui est aussi quelque chose de considéré comme assez technique. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau du collège sur la manière de représenter, le numérique, avec des caractères assez, associés à du masculin qui pourraient expliquer les enjeux. Puis après, il y a les phénomènes sur l'orientation, hein, c'est-à-dire qu'au niveau du lycée, les filles sont naturellement incitées à aller vers des filières du soin, la préservation de la planète, pas trop de faire technologie, pas trop faire de maths ou trop d'abstraction. Et là, on peut aussi questionner cette notion de filière rémunératrice dont on a déjà pas mal parlé, puisqu'on a un stéréotype très générique selon lequel les filles n'auraient peut-être pas aussi à être aussi ambitieuses que les garçons, puisqu'elles sont liées en lien avec le fait de devoir assumer la vie de famille financièrement. Et quelque part, est-ce que c'est vraiment important d'envoyer des filles dans les filières du numérique, qui sont celles qui sont les plus rémunératrices par rapport à celles des garçons, en lien avec ce stéréotype de la place des femmes dans la société? Ce qu'on voit dans les entreprises aussi, c'est qu'on a un stéréotype selon lequel, le code, c'est que pour les garçons et que l'informatique, c'est mettre les mains dans le cambouis. Alors là, je vais m'insurger enfin, monter en faux sur ce stéréotype, puisque quand on discute avec des chefs d'entreprise, eux, ce qu'ils disent, c'est que plus on est éloigné du clavier, plus on a de l'importance et de l'impact. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant à voir. Donc on est très bien payé si on est proche du clavier, mais on est encore mieux payé quand on est éloigné du clavier et du code. Donc ça, c'est un point qui est aussi un stéréotype. Et puis, je pense que le principal stéréotype, c'est que, effectivement, c'est ce que j'ai dit au début, le numérique, c'est du matériel, des algorithmes, des maths, des usages des algorithmes, de l'utilisation et de l'exploitation des données. Donc en fait, il est partout et il faut arriver à faire comprendre sans doute, très tôt que, le numérique, c'est pas que du code et que c'est très, très large pour arriver à travailler et
le futur, arriver à comprendre que la médecine du futur sera basée sur du numérique. On aura des robots, on aura des salles d'entraînement d'opérations en réalité virtuelle. On se ramène aux questions du «soin», entre guillemets, pour lesquelles on incite pas mal de filles à aller, mais en fait, finalement, il va falloir acquérir ces compétences du numérique. Donc le numérique, c'est aussi une manière de soigner, en fait. Ça, c'est un stéréotype qu'on a, enfin, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Oui. Il y a toujours, effectivement donc il y a quelque chose d'important dans la représentation, qu'on donne c'est un peu par ça qu'on avait commencé, la représentation qu'on donne des filières du numérique est très importante parce que dans sa vision réductrice, elle n'attire pas forcément, pour le moment, beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Heu et maintenant donc peut-être ça nous amène à notre dernière question et donc je rappelle, hein, que vous n'hésitez pas à poser vos questions, qu'on prendra à la suite. C'est, évidemment la question de comment, comment inverse-t-on la tendance? Alors il y a un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui sont sur ce sujet, hein, vous en faites partie, je pense aussi à Isabelle Collet. Je sais qu'il commence à y avoir un certain nombre de conseils, donnés tout en sachant qu'on est sur quelque chose d'assez complexe, et qui d'ailleurs, il y a un côté, vous voyez le verre vous disiez que vous voyez le verre à moitié plein, on peut aussi le voir à moitié vide. C'est-à-dire que ça fait quelques années maintenant qu'il y a des actions, un peu plus musclées, peut-être sont-elles, insuffisantes, enfin, vous me direz, mais les chiffres par exemple, des jeunes filles, qui vont vers les filières, NSI aujourd'hui, par exemple sont assez faibles. Enfin donc on voit qu'il y a quand même encore on est vraiment quand même dans quelque chose de en cours. Comment continue-t-on d'inverser cette tendance qu'on a dépeinte, hein, qui est quand même que voilà, les chiffres sont quand même on est vraiment très, très, très loin du compte, à la fois quantitativement mais aussi qualitativement. Là encore ce matin, je lisais un témoignage, d'une développeuse qui avait, été bloquée dans sa carrière, avec vraiment des réflexes, vraiment bassement sexistes, donc voilà, comment inverse-t-on la tendance? Où en est-on des conseils qu'on peut donner aux différents acteurs? Sachant que, suit ce webinaire donc des parents, hein, qui peuvent être intéressés de ce qu'ils peuvent faire, dans leur foyer, des enseignants, hein, qui sont avec leur classe et des acteurs de la médiation, de l'accompagnement, de l'accompagnement au numérique qui peuvent aussi avoir un rôle entre l'école et la famille. Quelles ressources sont disponibles? Et quel rôle pour quels acteurs de l'éducation selon vous? C'est une grosse question. Moins de 2 minutes, hein, c'est ça? Donc C'est ça. non, je pense qu'il y a un enjeu, global, mais là, bon, c'est un peu théorique, mais il y a un enjeu, je pense, que je défends, c'est l'idée de travailler à une représentation vraiment large du périmètre du numérique, quoi. Donc ça, je pense que ça, c'est un des points. Nous, du point de vue de la recherche, enfin, si je reviens sur la BD, des décodeuses du numérique, ce qu'on défend, c'est que le numérique, c'est de l'algorithmique, c'est de la cyber, donc ça, c'est des choses qu'on connaît, enfin, c'est classiquement associé, mais c'est aussi du calcul éco-responsable, c'est de la bioinformatique, c'est de la robotique, c'est de la modélisation du climat, de la médecine numérique, il y a des cœurs artificiels. Donc tout ça, c'est du numérique et on peut en parler et il faut en parler. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur le fait d'élargir à quoi sert un certain nombre, enfin, à quoi sert le numérique dans les faits, enfin, pour faire rêver un petit peu les jeunes. Hein. Voilà, donc ça, c'est un enjeu, hein, super important. L'autre point qui est derrière, qui est lié, c'est cette place du code, en fait. C'est-à-dire qu'on aborde le numérique par le code en lycée et au collège et c'est normal. On aborde les maths par le calcul, on aborde l'informatique par le code, c'est tout à fait normal. Mais les maths ne se résument pas au calcul, et, enfin, aux additions, aux algos de division. De la même manière, le numérique ne se résume pas au code. Le code, c'est le fondement, et à partir de là, c'est la base pour aller derrière. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur le fait de dire il faut apprendre à coder, c'est le b.a.-ba, mais derrière, c'est pour faire plein d'autres choses. Et là, il y a plein de travaux qui sont faits, en particulier avec, je trouve, les acteurs du monde associatif, qui sont fantastiques. Enfin, il y a des précurseurs. On a parlé de précurseurs chez les femmes, on a eu des précurseurs ces dernières années sur un certain nombre d'associations, d'acteurs. Il y a pas mal de coordination autour de femmes numériques sur ces sujets. Il y a plein d'actions sur les sites pour arriver à donner une vision un peu différente du numérique et surtout à montrer qu'on peut dépasser cet espace du code. Donc typiquement, moi, il y a des initiatives que j'aime bien autour d'associer des ateliers de programmation pour faire de la création artistique. Donc c'est aussi en lien avec le jeu vidéo, mais on va quand même sur des créations artistiques. Ça peut se faire en atelier 100% film, qui marche très 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 bien. Alors certains ne sont pas d'accord, mais en tout cas ça marche vraiment très très bien. On est toujours sur cette notion de changer un peu les regards et de sortir d'une vision très stéréotypée, numérique égale code égale garçon.
Après, il y a des enjeux un peu plus larges, hein, sur l'orientation. Donc je pense qu'il y a énormément de ressources à l'ONICEP et dans EduScol sur l'orientation. Il y en a peut-être un peu trop selon moi. Donc je pense que l'enjeu, c'est d'en choisir 3 et puis Mmh. simplement les déployer dans les lycées et de les lire. Donc enfin, voilà, moi, personnellement, j'ai eu 3-4 préférés, mon voisin en aura 3-4 autres préférés, mais il faut peut-être sélectionner et puis ça suffira, on peut travailler avec, quoi. Et puis il y a un enjeu assez global sur le fait d'être conscient que les stéréotypes, ils sont là, qu'on les enlèvera pas. Personnellement, je trouve ça qu'on partira pas avec, on vit avec, mais que quand on en est conscient, on peut dépasser un petit peu, on peut les dépasser. Donc, il y a beaucoup c'est naturel. Enfin, pour moi, la stratégie, c'est de considérer qu'il est vraiment naturel d'être vigilant, quoi. C'est-à-dire que, typiquement pour les enseignants, vérifier que les filles sont interrogées à part égale que les garçons dans leurs cours, c'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement parce que des études ont montré qu'autrement, bah, ça va dans l'autre sens assez naturellement parce qu'il y a des biais. Quand on demande aux garçons de se taire quand ils prennent la parole sans y être invités, d'abord c'est bien, c'est de la politesse, et puis il faut peut-être le refaire systématiquement. Les exercices dans les livres scolaires, je relisais le livre scolaire de ma fille qui est en cinquième. Je suis tombée des nues sur son livre de mathématiques où les filles allaient toujours faire les soldes pour acheter, calculer des pourcentages pour voir leur taux de réduction. Bon, c'est peut-être pas nécessaire de montrer ces exercices en classe. Donc il y a plein de petites choses à faire, mais qui là dépassent le numérique, hein. C'est une question globale de la manière dont on travaille avec les filles et les garçons, qui sont applicables tant qu'on admet que les stéréotypes seront là pour longtemps et qu'il faut vivre avec et les dépasser. Enfin, il faut vivre avec, et tant qu'on est vigilant, on arrive à les dépasser. Parler longtemps. Oui, oui, bon, on a un petit peu de temps. Alors j'ai quelques questions, donc une qui porte sur qui porte la question de la BD, les décodeuses du numérique, qui pour avoir un peu plus d'informations, parce qu'on l'a effectivement abordé, à 2 reprises, et c'était un peu en lien avec cette question des rôles modèles que je trouve qu'on avait abordé d'ailleurs lors de nos échanges. Vous pouvez la montrer, et hem et cette, c J'ai pas et ouais, ça y est, on la voit. en Et fait, c'était juste, je finis et la question, je trouve que c'est intéressant parce que c'était un peu comme ça que c'était posé aussi. Heu, quel rôle on donne au rôle modèle, en fait? Et c'était intéressant parce que je regardais il y a peu une vidéo de Isabelle Collet justement qui disait qu'il fallait aussi, faire attention au rôle modèle, un peu inaccessible. Par exemple, de citer Marie Curie comme un exemple, Marie Curie, 2 prix Nobel, où on n'aurait vraiment aucun juste milieu, comme projection pour les femmes entre réussir et vraiment cartonner et devenir double prix Nobel, et tout le reste, n'avoir aucune place dans la science. Et je crois que vous avez une approche dans les décodeuses du numérique de trouver, voilà, de réfléchir sur cette question des rôles modèles. Oui, en fait, ce qu'on a voulu faire avec cette BD, alors d'abord, j'étais pas seule, hein, j'ai dit que j'avais dirigé, donc j'ai co-dirigé avec Olivier Serre et Ali Charara et Laure Thibault, cette cette BD. Il faut pas invisibiliser les contributions, c'est le principe de base. Et effectivement, on a eu, une démarche qui a été de dire de parler de la science faite par les femmes dans nos labos. Donc ça, c'était un peu, on parle pas des femmes, on parle de la science faite par les femmes dans nos labos. On a sélectionné, 12 domaines qui sont au cœur de ce qui est fait dans nos laboratoires, une partie que j'ai déjà citée. Puis on les a simplement interviewées en leur demandant qu'est-ce qu'elles font scientifiquement, quel a été leur parcours scolaire, quel a été le moment où elles ont eu ce déclenchement de la passion entre guillemets pour la recherche et ce qu'elles font. Et puis on leur a demandé de parler de sexisme ordinaire, puisqu'on considère que la vie au quotidien intègre aussi du sexisme ordinaire. Et à partir de là, toutes ces interviews ont été croquées par Léa Castor, qui est une autrice illustratrice, pour nous ressortir des formats en 4 pages pour toutes ces chercheuses. Et les retours qu'on a eus dans les classes, hein, c'était que finalement, c'était les chercheuses, elles étaient passionnées, donc ça, on était contents du retour, et qu'elles étaient vivantes. Et alors, ce qui était fascinant, c'est qu'elles étaient aussi normales. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Quand on arrive à ce niveau d'excellence, on n'est pas tout à fait normal. Mais ce qui était important, c'est que malgré tout, via le format BD, via la manière dont elles s'expriment et via l'humour de Léa Castor, finalement, elles deviennent incarnées, humaines et normales. Et ça a eu un impact parce que ça a permis de parler de ce qu'elles font,
à travers leur parcours et leur vie, de tous les jours, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est une expérience assez intéressante en termes de retour des établissements et on a voulu aller un peu plus loin. En fait, on a fait aussi un livret d'accompagnement, donc ça, c'est plus pour les enseignants, qui permettent de lire certaines BD, certaines parties de la BD selon un certain nombre d'angles, enfin, soit liées au programme de seconde, soit liées à l'orientation, soit liées à la place des femmes. Donc ça, c'est aussi un autre travail qu'on a fait et tout est disponible en ligne. Là, c'est la partie autopromotion. Vous pouvez l'acheter sur Sûr. les vous pouvez l'acheter si vous voulez avoir le format papier, mais tout est disponible en ligne gratuitement puisque le but, c'est de propager et on est sur une démarche, ouverte et libre. Mais le retour effectivement sur les rôles modèles, c'est qu'on a besoin de personnes incarnées, vivantes, normales et qui s'amusent et qui sont passionnées. Donc ça, c'est pas tout à fait la c'est pas l'image qu'on peut avoir d'Ada Lovelace ou de Marie Curie. Oui. Et effectivement, une autre manière de rappeler que, ce qui est poussé aussi dans cette BD, c'est qu'il y a plein de manières d'envisager, le numérique, les numériques dans cette, grande filière et donc c'est aussi ce que vous avez voulu montrer. Peut-être en lien, j'ai une autre question sur les ressources, pour information donc je le redirai en conclusion, à chaque, conférence, on produit une fiche qui résume un petit peu le contenu, le contenu apporté par notre invité, donc en l'occurrence, Anne Siegel. On met des ressources, en lien, donc on mettra évidemment le lien vers le site de la BD Les Décodeuses du numérique où effectivement, en plus de la BD en elle-même, il y a pas mal de ressources. Est-ce que vous en avez d'autres, ressources, études, recherches? C'est la question, hein, qu'on nous a posée, pour conseiller, donc les acteurs, sur cette thématique? Bah, je n'ai pas tout à fait donc d'autres, ressources à conseiller. Bah, je trouve que tout le travail fait par Isabelle Collet, vous pouvez retrouver un certain nombre d'interviews de sa part, et qui sont extrêmement intéressantes. Elle a écrit, 2 livres aussi qui sont pour moi, vraiment, enfin qui sont qui sont révélateurs. Je ne sais plus qui j'entendais qui disait, «Si je quand je serai grand, je voudrais être Isabelle Collet». Je pense qu'on peut tous on peut c'est un peu ça. Je pense qu'il y a énormément de ressources aussi dans Eduscol, hein, enfin, donc après il faut les trier, il faut être capable de les filtrer, mais il y a eu un gros travail fait par l'ONISEP pour travailler, les portraits justement, les rôles modèles, la place des femmes, dans l'industrie et sur lesquels on peut travailler. Donc D'accord, et donc du côté de l'ONICEP aussi, on peut aller chercher, des fiches métiers, il y a énormément de fiches métiers. Bon, bah, enfin, parmi les fiches d'accompagnement, on a mis un lien vers les fiches de l'ONISEP dans la BD. Je pourrais vous redonner les liens. Mais en fait, il y a eu un travail fantastique fait par l'ONISEP sur un certain nombre voilà, de fiches métiers, de portraits, de vidéos, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, de la cinquième jusqu'à la terminale, quoi. Donc, plus l'orientation en professionnel. Donc je pense qu'en fait, le matériel, il existe. C'est pour ça que j'ai du mal à en cibler un. La mmh. difficulté, c'est d'arriver à le filtrer et de choisir le plus important, quoi. Enfin, celui avec lequel on est le plus sensible. En tout cas, donc on essaiera de répondre en partie à cette question en proposant des ressources dans notre fiche, qui sera publiée en même temps que la rediffusion de notre conférence. Alors j'ai une autre question, hem, elle porte sur les réseaux sociaux. La majorité des utilisateurs, utilisatrices des réseaux sociaux en France est féminine, 51 en janvier 2023. Pourquoi une telle différence entre les usages et la création, le développement des outils numériques? Alors c'est une très bonne question et je dois avouer que j'ai pas la réponse, si ce n'est peut-être sur cette idée qu'effectivement, autant la notion d'interface, et c'est très stéréotypé quoi, va intéresser, les filles, autant le fait d'aller voir ce qui se passe sous le capot et de le coder, va être considéré comme, moins féminin. Je pense que c'est quand même en lien avec l'orientation. C'est-à-dire qu'effectivement Mmh. pour aller, coder, pour aller développer des outils numériques, il faut un certain nombre de compétences en info, en maths et en sciences de l'ingénieur et que si les filles s'orientent pas vers ces filières et ben derrière elles vont être moins impliquées. Pourquoi est-ce qu'elles y vont pas? Vers ces filières, je ne suis pas certaine que tout le monde et que le corps enseignant ou que les parents, aient totalement, fait cette assimilation entre le fait, voilà, qu'il fallait faire des maths, faire de l'info et faire des sciences de l'ingénieur pour pouvoir ensuite devenir acteur du développement des outils avant d'en être utilisateur. Donc ça, mais bon, je pense qu'on en a déjà discuté, j'ai pas beaucoup plus d'explications que ça.
Et moi, je rajouterais juste, et on a le temps pour une dernière question si quelqu'un ou quelqu'une veut la poser. J'apporterais juste une petite précision qui est que, alors je ne sais pas exactement quelle est la source de ce chiffre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça dépend aussi des réseaux sociaux. Et là aussi, c'est très intéressant de voir que certains réseaux sociaux, alors moi, il me semble que la plupart sont sont légèrement plus masculins. Je pense à Twitter très largement masculin, je crois que c'est du quasiment, 55-45, Facebook un petit peu plus masculin et par contre, on a des réseaux, sociaux très féminins. Je pense à Pinterest, Instagram et pour le coup, il y a eu des études, qui montrent que, les algorithmes d'Instagram, créent, chez notamment les jeunes adolescentes, des troubles donc enfin des ce sont des d'anxiété, enfin donc on voit qu'il y a aussi, dans ces plateformes sociales, pas mal de choses à dire, mais surtout il y a des spécificités par réseau, certains sont plus féminins que d'autres et d'autres plus masculins et voilà, c'est intéressant de voir aussi comment ils sont codés et comment, un réseau comme Twitter a tendance à créer un réseau qui est plus, radical, plus agressif, ce qui tend à mettre souvent en avant, des comportements, plus masculins. Voilà, par exemple. Donc Non, je vais vous rebondir sur Twitter, je pense que c'est un des réseaux les moins modérés et puis il y en a donc effectivement ça va créer des comportements plus agressifs. Actuellement, on a beaucoup de questions par rapport à TikTok, hein, donc là, c'est pas oui, une question d'activité, mais sur le côté, auto-alimentation, entre guillemets, d'un certain nombre de enfin, stéréotypes? de vidéos très addictives qui Ouais, sont toujours exactement dans le même écosystème de mots-clés, donc enfin, quelque part, il y a une modélisation de l'addiction derrière TikTok qui interroge beaucoup par rapport aux parents, quoi. Donc, je crois, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que TikTok, en tout cas, est beaucoup plus, questionne beaucoup plus en termes d'algorithmes, de recommandations que Instagram, par exemple. Donc ça, mmh, c'est mais derrière, on questionne aussi la question des modèles économiques, hein. Enfin, je veux dire, ce qui est assez déprimant quand même, c'est qu'effectivement, quand on propose quand les algorithmes de recommandation vont, suivre entre guillemets «la nature» non modérée, les gens répondent dans cette direction et deviennent totalement accros, et vont dans des comportements, qui effectivement sont délétères, voire préjudiciables pour ce qui est de l'addiction. Donc le problème de l'algorithmique, c'est que ça ne fait que reproduire les biais humains en fait et les amplifier. Donc après il faut fait. travailler. Tout à fait. Mais il y a quand même aussi des comportements algorithmiques qui sont codés avec une intention, mais vous avez raison, c'est une intention qui est avant tout économique et un peu politique de la plateforme. Il y avait eu les révélations de Frances Haugen, la lanceuse d'alerte de Facebook, qui, par exemple, révélait que quand on mettait un like sur Facebook, ça générait un x2 sur une publication, alors que quand on mettait un signe de colère, ça générait un x6 ou un x8. Donc là, on voyait bien qu'on avait une intention algorithmique, mais donc une intention humaine à viraliser plutôt un comportement de colère plutôt qu'un comportement d'un regard positif. Et ça, donc, ce sont des choix. J'utiliserai pas le terme intention, il y a un intérêt financier à mettre en avant les réponses de colère. Il n'empêche que les réponses de colère et les réactions de colère, elles sont humaines. Donc je veux Oui, dire oui, le problème c'est qu'effectivement les informaticiens et les gens qui travaillent en sciences du numérique sont amenés actuellement à «réguler» entre guillemets un certain nombre de comportements humains naturels qui trouvent toute leur expression, non modérée dans les systèmes, enfin dans les systèmes automatisés. Donc mais c'est pas une volonté, enfin il y a un choix qui est fait économique de savoir si on contrebalance quelque part la nature humaine qui effectivement a tendance à plus aller vers le fait de lire les, heu, les réactions négatives que les réactions positives. Voilà. Mais le fameux biais de négativité aussi. Bon, merci beaucoup, Anne, Siegel. On a légèrement dépassé. Merci beaucoup, pour votre participation donc à cette 9e et avant-dernière conférence déjà, de nous avoir accompagnés dans le démêlage de cette idée reçue, hein. Bien sûr, non, le numérique, ce n'est pas pour les garçons et il ne faut surtout pas que ce ne soit que pour les garçons. C'est un sujet qui est très important dans la coéducation au numérique, encore une fois, qui se partage entre tous les acteurs, et actrices de l'éducation, que sont les parents, les enseignants, les partenaires de l'école. Merci de nous avoir suivis en direct. Merci pour vos questions, vos interactions. Nous allons donc, comme d'habitude,
proposer ce webinaire à la rediffusion dans quelques semaines sur le site de la trousse à projets, accompagné d'une fiche outil qui rappellera notre échange, les discussions, des ressources autour de cette thématique, mais aussi vous proposera en fait vous proposera d'organiser un petit temps de parole autour de ce sujet, puisque l'idée c'est donc de continuer à discuter de ce sujet entre parents, entre enseignants et entre acteurs. Donc ce sera diffusé sur le site de la trousse à projet. Le lien vous est indiqué dans le chat, hein, c'est tne.trousseaprojet.fr. Et notre cycle de conférences se termine déjà le mois prochain. Ce sera donc le mercredi 5 avril, même horaire de 14h à 14h45, même format, pour une 10e conférence autour de la question vrai ou faux, le cyberharcèlement, c'est la faute des réseaux sociaux. Et nous serons accompagnés cette fois par Jocelyn Lachance, maître de conférence en sociologie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et membre du laboratoire TREE. Voilà, merci encore à toutes et tous. Merci beaucoup Anne Ségel et très bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.